Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous allons passer en revue l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Nous parlerons notamment du sommet des BRICS qui vient justement de se clôturer à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous allons également dire un mot sur la crise au Niger avec notamment la CEDEAO qui tente de mener sa médiation. Nous allons essayer d'analyser tout ce sujet et c'est avec un invité. Il s'agit de Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir, Christian. Merci d'honorer notre invitation encore aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Ça nous fait plaisir. Alors, on vous a vu au four et au moulin. J'aimerais d'abord qu'on commence par les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés ici, en République démocratique du Congo. Il y a de cela maintenant pratiquement 2 semaines passées. On vous a vu au four et au moulin lors de la cérémonie d'ouverture, une cérémonie d'ailleurs réussie d'après plusieurs observateurs. Vous étiez modérateur. Comment vous avez personnellement d'abord vécu ce moment ? Un moment historique, bien évidemment, en dépit des incertitudes qui pesaient, en tout cas, autour de cet événement. Beaucoup de gravité et de responsabilité à un moment très important de l'histoire de notre pays. Il faut quand même remonter au 30 octobre 1974 pour retrouver la trace d'un événement comparable dans notre pays. Donc cela fait près de 50 ans que nous n'avons pas été aussi exposés sur la scène internationale. Et donc c'était un moment très très particulier, très émouvant, il faut bien le dire, devant 80 000 personnes, et je ne vous parle même pas de ceux qui nous ont suivis via notamment TV5 Monde. C'était un moment très particulier, je le répète encore une fois. Toutes les caméras du monde étaient braquées sur la RDC. Oui, et je pense que la RDC n'était pas à l'agenda international, c'était plutôt l'agenda international, l'international qui était à l'agenda de la RDC, et de ce point de vue-là, je pense que nous n'avons pas à en rougir. On a vécu quand même une cérémonie assez exceptionnelle avec une organisation sans précédent. Finalement, quel était le secret de ce comité d'organisation qui a réussi son pari, on va dire ? Beaucoup de détermination, beaucoup de résilience aussi, parce que le chemin a été parsemé d'embûches et d'obstacles. Il y a eu des découragements, parfois orchestrés de l'extérieur pour nous empêcher de tenir cet événement-là. Vous avez suivi également certains pays qui ont soit annulé leur participation ou réduit de manière assez drastique la taille de leur délégation. Je pense que quand on regarde le résultat de ce qui s'est passé, je pense que les remords ont peut-être changé de camp. Et je crois que de ce point de vue-là, le pari a été largement réussi grâce à l'accompagnement, bien évidemment, du chef de l'État, du gouvernement. On a senti une implication totale du chef de l'État. Tout à fait. Toute l'équipe du Comité national des Jeux de la francophonie, au premier rang desquels évidemment son directeur national, nous étions effectivement motivés pour réussir ce pari. Et en quoi ça nous a finalement profité ? On a vu que la RDC a pu réunir plus de 3000 athlètes qui étaient logés ici à Kinshasa. En quoi ça nous a profité ? Vous savez, la RDC est un pays martyrisé dans sa partie Est. Il y a d'autres foyers de tension. La RDC, c'est le second pays en termes de locuteurs de l'espace francophone, et c'est le premier en termes de population. Réunir cette famille francophone à un moment aussi difficile est une démonstration de notre capacité à faire acte de résilience. Et donc, indépendamment de nos difficultés, nous sommes heureux de vous accueillir. Et c'est ça le message le plus important. Et puis surtout, de montrer que la RDC reste une terre d'hospitalité et que par conséquent, réunir autant de monde autour de cet idéal de culture, de sport, d'expression artistique à l'aune d'une jeunesse talentueuse qui a foi en l'avenir, c'est ça qu'il faut retenir de ces 9e Jeux de la francophonie. Et est-ce que vous pensez que l'organisation de ces Jeux a contribué à propager une bonne image de la RDC à travers le monde ? Alors, je dirais oui, même s'il est trop tôt pour l'affirmer, parce que les retombées, cela se mesure à court, moyen et long terme. Mais si l'on en croit
les commentaires qui ont été faits, l'engouement que cela a suscité, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que la tenue de cet événement, d'après vous, a finalement levé le doute sur la capacité de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo à accueillir des grands événements? Écoutez, nous avons réussi notre pari. Parce qu'on se souvient bien que le premier événement international qu'on a eu organisé, c'est le combat de Ali et Foreman. Tout à fait. Dans les années 70. Est-ce qu'on a finalement levé ce doute? On a levé ce doute pour deux raisons. La première, c'est que même s'il y a des choses qui peuvent encore être améliorées, nous avons démontré notre capacité à accueillir des événements sportifs, culturels et autres, ici même en RDC. Et je pense que le principal héritage, c'est bien évidemment les différentes installations sportives qui ont été construites, qui sont un investissement et un pari sur l'avenir. Et de ce point de vue-là, je pense que nous pouvons nous en réjouir. Ah, vous parlez de l'héritage, des héritages, on va dire comme ça. Comment pérenniser ces acquis, Henri? En étant capable d'entretenir d'abord tout ce matériel et puis surtout en étant... Faut-il pas une stratégie de conservation Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de stratégie pour entretenir tout cela et puis surtout en restant proactif et dynamique. C'est le moment de postuler... C'est-à-dire quoi, proactif dynamique? C'est-à-dire que s'il y a des compétitions qui sont annoncées sur le continent, nous pouvons faire acte de candidature, tout simplement. Et nous serons dans une dynamique que nous allons nous efforcer d'amplifier. Et je pense que c'est ça tout le sens du message que nous avons voulu laisser pour ces Jeux de la francophonie. Donc par là, vous voulez dire que la RDC aujourd'hui est capable d'organiser, par exemple, la CAN ou le CHAN, des grands événements de cette nature? Alors, vous avez des événements qui nécessitent une délocalisation de plusieurs sites. Parler de la CAN, la CHAN, bien évidemment. Si on devait effectivement réduire au périmètre de Kinshasa et peut-être même à Lubumbashi pour pouvoir éventuellement y organiser des matchs, nous avons cette capacité, bien évidemment. Mais si vous me demandez si demain on peut organiser le championnat d'Afrique de basket, je vous dis oui. Volleyball, je vous dis oui. Athlétisme, oui. Et c'est pour cette raison, je pense qu'une des raisons pour nous de pouvoir pérenniser cela, ce serait, comme l'a suggéré le chef de l'État, d'organiser les Jeux de la RDC chaque année. Zéro incident tout au long de ces Jeux. Henri, votre réaction? Il y a eu des difficultés, il y a eu des situations qu'il a fallu gérer, mais qui ont été résolues sans problème. Mais en termes d'incidents proprement dit, non, il n'y en a pas eu. Ce qui est une bonne chose, il faut le dire. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on aborde notre deuxième thématique relative, justement, au sommet des BRICS qui vient de fermer ses portes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les différents pays membres de la coalition ont pris part à ces assises. Et il en ressort que 6 nouveaux pays vont donc rejoindre la coalition, à savoir justement l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis et l'Éthiopie. Est-ce que ce renforcement des BRICS n'est-il pas un signal fort sur la scène internationale, selon vous? Oui, bien sûr, mais déjà en 2014, quand les BRICS ont été portés sur les fonds baptismaux, c'était déjà en soi un événement, puisqu'à l'origine, les BRICS étaient une réponse à la mainmise des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, qui n'ont pas toujours été très compréhensives à l'égard des pays en voie de développement ou des pays émergents. Avec l'arrivée des BRICS, nous avons, en tout cas pour ce qui est des pays en voie de développement ou qui sont en voie d'être émergents, c'est une offre nouvelle qui est proposée avec des possibilités non négligeables de développement à l'aune des nouveaux enjeux, il faut bien le dire. Parler d'élargissement, cet élargissement va un peu dans l'ordre des choses, même si on peut considérer que la motivation économique n'est peut-être pas la motivation principale, mais plutôt politique, à un moment où on a vu, et ça c'est depuis le mois de février 2022, une véritable fracture géopolitique et stratégique sur la scène internationale. On a vu notamment aux Nations Unies certains pays prendre des libertés vis-à-vis de leurs anciens alliés ou de leurs puissances tutélaires. On a vu aussi des pays qui avaient des relations fortes avec les États-Unis, avec la Chine ou la Russie. On peut citer notamment l'Égypte et l'Argentine qui viennent de rejoindre, en tout cas qui seront membres à partir du 1er janvier 2024 de cet espace qui représente, même si on ne le dit pas assez, 32% du PIB mondial avant l'élargissement et 40% de la population mondiale. C'est important de le soulever. Et je voudrais, avant que vous ne puissiez continuer, je voudrais que la régie nous diffuse d'abord le reportage produit par nos confrères de Africa News sur la clôture de ce sommet de BRICS.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi que le bloc des BRICS, qui regroupe des nations émergentes, admettra 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, au début de l'année prochaine. Les appels à l'élargissement des BRICS ont dominé les discussions de ce sommet de 3 jours et ont mis en évidence des divisions au sein du bloc sur le rythme et les critères d'admission des nouveaux membres. Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase de ce processus d'expansion et d'autres phases suivront. Nous avons décidé d'inviter la République d'Argentine, la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à devenir membres à part entière des BRICS. L'adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Près de 2 douzaines de pays ont officiellement demandé à rejoindre le club qui regroupe un quart de l'économie mondiale et plus de 3 milliards de personnes. Alors Henri, je voudrais vous poser une question. On vient là de suivre le reportage qui parle de ces 6 pays membres qui viennent de rejoindre la coalition. D'abord, comment est-ce que cela est perçu par l'Occident ? Pas très bien, très clairement, parce que l'Occident est bousculé dans ses certitudes et sa marge de manœuvre se réduit comme peau de chagrin à mesure que nous voyons cette fracture géopolitique et stratégique s'élargir. Vous savez, parmi les 6 pays, vous en avez 4 qui viennent de la même zone géographique, le Moyen-Orient. Vous avez l'Égypte, vous avez l'Iran, vous avez les Émirats arabes unis, et voilà. Donc, et ces pays-là représentent quand même une force non négligeable, notamment en termes de production pétrolière. Donc ça veut dire que là aussi, il pourrait y avoir une redistribution des cartes et puis surtout une possibilité de pouvoir se choisir librement, je dirais, ses alliés, ce que l'Occident n'a pas toujours vu d'un très bon œil, puisqu'on voit très bien dans cette nouvelle alternative qui nous est proposée, qui ressemble un peu au mouvement des non-alignés qu'on a connu dans les années 60 et 70, une possibilité pour les pays les moins nantis de pouvoir effectivement créer les conditions d'un partenariat durable avec des pays ou des groupes de pays qui auront peut-être moins de conditionnalité et qui auront beaucoup plus de scrupules de s'ingérer dans les affaires intérieures des États. C'est aussi un des messages les plus importants. Je voudrais quand même préciser autre chose. Vous avez l'Iran et l'Arabie saoudite, ce n'est pas anodin. Nous parlons de 2 ennemis héréditaires qui se font toujours la guerre au Yémen, mais qui ont opéré, il y a de cela quelques mois déjà, un rapprochement sur le plan diplomatique, et leur adhésion au sein des BRICS, à mon sens, consolidera ce rapprochement, ce que, bien évidemment, les Occidentaux ne voient pas d'un très bon œil. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, on ne peut pas dire que nous sommes en train d'aller vers un nouvel ordre mondial, parce que la question de la mise en place d'une monnaie commune, des BRICS, a été également évoquée. Cela prendra quand même du temps. Il faut bien quand même rappeler que malgré leur adhésion... Face au dollar. Tout à fait. Malgré leur adhésion aux BRICS, vous avez quand même certains pays qui continuent à commercer avec le dollar. Ce sera un processus relativement long, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce qui est mis en place aujourd'hui est suffisant pour semer à la fois le doute et les incertitudes dans l'esprit des Occidentaux qui voient là désormais un nouveau défi, c'est-à-dire essayer de ramener dans leur giron tous ces pays qui frappent à la porte des BRICS. Je rappelle que 6 viennent d'être admis, mais ce sont pas moins de 19 qui ont fait acte de candidature. Il y avait notamment l'Algérie, qui est un gros producteur de gaz et de pétrole, mais qui a été recalé au dernier moment parce que son poids diplomatique n'est pas aussi important que celui de l'Égypte. Et on sait aussi que le siège de la Ligue arabe se trouve en Égypte. Donc, on va assister déjà à un bouleversement auquel, en réalité, nous assistons depuis maintenant plusieurs années, mais qui a été amplifié par la situation en Ukraine. On a vu cette fracture se concrétiser à travers les alliances qui se sont faites par la suite. Et est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller là vers une coalition qui va finalement dominer le monde avec son économie? Parce que lorsqu'on voit la Chine, par exemple, qui contrôle le monde aujourd'hui sur le plan économique, faire partie de cette coalition,
Enfin, ça nous amène à nous poser des questions. Mais j'ai donné 2 chiffres. 32% du PIB mondial aujourd'hui sont attribués aux BRICS avant l'élargissement. Parce que je rappelle quand même que vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Argentine, comme l'Égypte, qui sont des locomotives dans leurs zones géographiques respectives, ce qui va amplifier, selon moi, le mouvement. Donc 32% du PIB mondial, 40%, peut-être 45% de la population mondiale, mais malgré ces chiffres impressionnants, il faut quand même relever qu'en termes de revenus par tête d'habitant, en termes de richesse par tête d'habitant, les BRICS restent encore très très loin du bloc occidental. Alors la RDC a aussi pris part à ces assises, elle était invitée, elle a été représentée par son Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé. Face à tout ça, face à ce basculement de l'ordre mondial, que doit faire la RDC selon vous? La RDC doit d'abord consolider son économie. On ne peut pas adhérer à une organisation comme celle-là sans faire ses preuves. Et il ne faut pas entrer dans ce genre d'organisation en se disant qu'elles vont contribuer à rétablir certains équilibres. Donc il y a un vrai travail à faire en termes d'assainissement des finances publiques, en termes de réformes structurelles, avant d'envisager cela. Et je pense qu'il faut voir grand, mais commencer petit. Mais il est tout à fait légitime que la RDC se choisisse librement ses alliés. La visite du chef de l'État en Chine en est un exemple. Et je pense que nous devrions amplifier cette dynamique. Et justement, alors je voudrais qu'on aborde la toute dernière thématique. Je rappelle que nous sommes justement en train de parler de plusieurs sujets, notamment de la crise au Niger. On voit bien que après le coup d'État, les choses ne semblent pas du tout avancer. La CEDEAO qui tente justement de pouvoir mener sa médiation, mais c'est sans succès. Mais entre-temps, au pays, on observe un sentiment anti-français qui se développe. Est-ce que la France-Afrique, Henri, vous êtes expert en politique étrangère, est-ce que la France-Afrique n'a pas changé? Je dirais que la France-Afrique a vécu, même si aujourd'hui la France maintient encore des dispositifs et des réseaux dans les pays qui jadis étaient sous sa tutelle lors de la colonisation. Il y a un véritable état d'esprit qui va dans le sens d'une rupture en termes d'influence négative de la France dans ces pays-là, et on a vu que les opinions publiques ont été les premières à décrocher par rapport à leurs élites, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Une chose est de taper sur la France, mais une autre est aussi de se rendre compte de la responsabilité des élites de ces pays-là, d'avoir plongé ces pays dans des situations très difficiles en termes de sécurité, parce qu'on l'a vu dans certains pays comme le Burkina et le Mali, la motivation était éminemment sécuritaire à cause notamment de la progression des mouvements djihadistes. Et puis vous avez aussi un déficit de gouvernance. Cela a été observé notamment en Guinée-Conakry. Vous avez vu comme ça une montée de la colère qui s'est traduite par ces coups d'État qui se sont fait en fait le relais de ces préoccupations-là. Je pense que au-delà de la France-Afrique, il y a aussi notre part de responsabilité en tant qu'Africains par rapport à ces situations qui souvent, parfois, ont été entretenues par nos propres élites. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que la France n'a pas joué franc jeu? Parce que lorsqu'on écoute ce que dit la population au Niger, elle déplore par exemple la crise sécuritaire avec le terrorisme qui ne fait que augmenter malgré la présence des militaires français au pays. Tout à fait. Est-ce que finalement ce désamour ou ce sentiment anti-français n'est pas justifié? Non, il est totalement justifié. Je donne un exemple très très simple. Vous savez qu'on parle souvent de l'uranium du Niger, mais le Niger, ce n'est que 4% de la production mondiale d'uranium, mais c'est quand même plus de 30% des besoins pour ce qui est de l'Union européenne et donc de la France. Le déséquilibre et l'injustice, pour ne pas dire le scandale, vient du fait que les revenus qui sont tirés de l'exploitation de l'uranium n'ont jamais profité aux populations, ce qui est inadmissible. Donc on peut chercher effectivement des responsabilités. La deuxième chose évidemment, vous savez que les États n'ont que des intérêts. Le Niger aujourd'hui, c'est une partie du dispositif Barkhane qui a été démantelé depuis le Mali, environ 2000 hommes qui sont encore sur le territoire nigérien, mais vous avez aussi la base de drones américaine d'Agadez qui se trouve donc au Niger et qui permet aux États-Unis notamment d'avoir un œil sur les pays
soupçonnés d'abriter des sanctuaires du terrorisme et de pouvoir mener à bien cette lutte contre le terrorisme. La France n'est pas en reste, puisque officiellement c'est l'objectif de sa présence, mais cette situation va devoir quand même trouver une issue, parce qu'on voit très bien en réalité que le Niger, qui est le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest en termes de superficie, reste quand même un pays charnière, pour ne pas dire important, dans la lutte contre le djihadisme. Alors dans les images, on voit la population brandir le drapeau de la Russie. Est-ce que Moscou a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé là-bas ? La présence de Wagner dans la sous-région n'est pas un secret. Wagner opère en Libye, au Soudan, au Mali officiellement, en Centrafrique, au Mozambique. Il y a des soupçons au Burkina. Mais il est clair que certaines juntes n'ont pas caché leur, disons, intérêt pour une présence éventuelle de Wagner, parce qu'on rappelle qu'il y a une triple mission de Wagner, c'est sécurisation des institutions, renforcement des capacités opérationnelles des armées des pays dans lesquels Wagner est implanté, et puis, bien évidemment, la lutte contre le terrorisme. Wagner devient un argument pour certaines juntes qui voient en ce dispositif un bouclier et une alternative vis-à-vis de l'Occident. Alors on est en train de chuter, Henri, il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'avenir de l'EAC. À quand son départ? Parce que les autorités avaient dénoncé leur inefficacité. À quand son départ? Alors, on se souvient effectivement... Les forces de l'EAC, à quand leur départ? On se souvient effectivement qu'il y avait eu une décision qui avait été prise pour le déploiement des troupes de la SADC. Cela a été rappelé récemment lors du dernier sommet qui s'est tenu à Luanda, qui a été aussi l'occasion de passer le relais. Mais on se souvient aussi que l'on avait accordé jusqu'au mois de septembre pour pouvoir faire une évaluation de l'état des lieux. Je peux vous dire de manière tout à fait sincère que les progrès n'ont pas été au rendez-vous. Le mois de septembre sera, à mon sens, décisif. Le chef de l'État se rendra aux États-Unis, notamment à New York, pour la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense qu'il aura à cœur de revenir évidemment sur la situation sécuritaire et sur la nécessité véritablement de pouvoir fédérer un maximum de bonne volonté pour arriver à résoudre ce problème. Mais apparemment, ces troupes refuseraient, je l'ai dit au conditionnel, je n'affirme rien, refuseraient de quitter le sol congolais. Je n'affirme rien. Alors, il faut vérifier tout cela, bien évidemment, mais nous sommes liés par un accord de siège et dans la tradition de ce type d'accord, en aucun cas, une institution ou un pays invité ne peut faire de la résistance. Et donc, le moment venu, je pense que les pressions viendront suffisamment de l'étranger, notamment des organes compétents, pour qu'effectivement ce dispositif soit levé. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, la RDC est un État souverain et a bien l'intention de se faire respecter de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Henri, d'avoir répondu à toutes nos questions. Tout le plaisir était pour moi. Merci surtout de votre brillante intervention, comme ça a toujours été le cas. Merci infiniment. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle que vous êtes producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et partout dans le monde, restez fidèles au programme de Télé 50.